tout le monde une vidéo très intéressante. Le cas de Giancarlo Cessoni, je crois que c'est comme ça se dit, le 18 juin 1979, survenu au-dessus de l'aérodrome. Alors je vous préviens tout de suite, c'est comme assez long, de San Angelo di Treviso. C'est très intéressant parce qu'il y a les photos de cette sorte d'ovni cigare assez allongé. C'est très très intéressant. Alors ça, je me suis dit, tiens, je pensais l'avoir fait cette vidéo-là, mais pas du tout. Alors, autant commencer tout de suite parce que c'est assez long à lire. Et juste après, je vous balancerai une autre vidéo sur la Lune, ce qu'ils ont vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et oui, je vous la balancerai juste après, ça dans une double vidéo. C'est parti. Le cas de Giancarlo Cessoni. Je vous mettrai les liens à la fin avec les photos. Survenu au-dessus de l'aérodrome de San Angelo di Treviso le 18 juin 1979. Le 18 juin 1979, Giancarlo Cessoni, né en 1933 à Florence, alors adjudant pilote, rentrait d'une mission de reconnaissance photographique au-dessus de l'Apennine Ligure. Il est en train de survoler la zone comprise entre Rovigo et les collines d'Abono Terme. Il est environ 11h30 heure légale, lorsqu'il reçut par radio depuis la tour de contrôle de l'aérodrome militaire de S. Angelo di Treviso, où était basé, l'ordre de se mettre en rapport avec la base aérienne d'Istrana, province de Trévise. Dans les radars avait signalé un objet volant non identifié à peu près à la verticale, à Quinto di Treviso, c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de l'aérodrome précité. Adjudant de première classe au 14e groupe de la 2e escadrille de chasseurs-bombardiers de reconnaissance de l'aéronautique militaire, le signor Cessoni, je ne sais pas si on doit dire comme ça, Cessoni, ouais, était à bord d'un G91R équipé de 4 appareils photographiques Vinten, disposés de la façon suivante, 2 sur les côtés de la partie avant de la carlingue et un en position frontale et le 4e en position ventrale. C'est avec ces appareils en effet qu'il avait effectué les relevés photographiques dont il avait été chargé. C'était des appareils particuliers capables de prendre 8 clichés à la seconde. Il faut oublier que nous étions comme en 1979. Il se mit donc d'accord avec le personnel de l'organisme de contrôle au sol pour aller identifier l'objet décelé par les radars. Au moment de l'apparition, l'idée qu'il puisse s'agir d'un dirigeable solaire UFO Solar, comme cela était arrivé sur l'aéroport de Trévise dans les jours précédents, lui traversa l'esprit. Puis il comprit qu'il s'agissait d'autre chose. La journée était belle et il comprit très vite que la tache noire qui se détachait sur le bleu du ciel était en effet des caractéristiques bien différentes. Elle lui semblait avoir la forme d'une citerne de carburant, bon, on dirait un petit ovni cigare, de couleur noire, opaque, et il remarqua sur la partie supérieure légèrement aplatie un carénage avec 2 moustaches. Ce dispositif soutenait quelque chose de clair et de blanc qui, à son avis, était une espèce de petite coupole, d'un blanc laiteux. La nature de la surface ne permettait pas à la lumière de s'y réfléchir. L'objet paraissait avoir une longueur de 6 à 8 mètres et une largeur d'environ 3 mètres. Au moment de la rencontre approchée avec cet aéronef insolite, celui-ci se trouvait à la verticale de l'aérodrome militaire de Trévise, à une altitude d'environ 1300 mètres. Une fois au contact avec l'OVNI, il prit une première série de photographies. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès parce que je suis en train de faire des trucs. Photographie à l'aide de l'appareil frontal, et après avoir effectué le capio dans un laps de temps très bref, il s'agit d'une manœuvre consistant à faire demi-tour. Il remarqua que l'objet était encore dans la même position, de telle sorte qu'il put prendre une autre série de photos en utilisant cette fois des appareils latéraux. Il comprit qu'il s'agissait d'un engin doté d'une certaine rigidité, car lorsque l'avion s'en approchait à une vitesse approximative de 300 nautiques, 450-500 km/h, il ne subissait aucune turbulence. Le pilote avait eu l'occasion de voir en d'autres occasions les sacs de plastique UFO Solar qui prennent de l'altitude grâce au réchauffement de l'air qu'ils contiennent. Mais ceux-ci réagissaient à la turbulence provoquée par le passage proche de son avion et leur mouvement pouvait durer ensuite jusqu'à un quart d'heure. L'objet par contre se maintenait immobile et ne vibrait pas, même lorsque le signor Cessoni passait à une distance d'une centaine de mètres de lui. Pendant ce temps, depuis l'aérodrome de S. Angelo di Treviso, les préposés de la tour de contrôle observaient la chose aux jumelles. J'aurais pu prendre mes jumelles en même temps. Et remarquant qu'elle laissait une traînée bleutée, appelèrent le pilote sur la fréquence radio avec laquelle il communiquait avec Istrina pour l'en avertir.
Celui-ci, bien que le regardant avec attention, ne vit rien de ce dont on lui parlait. On lui dit également que l'OVNI était en train de s'élever très lentement à la verticale. Le témoin en était conscient car il devait prendre de l'altitude pour rester en contact visuel avec lui. Il se rendit compte qu'il effectuait en plus des mouvements de translation. Il paraissait presque immobile parce que sa vitesse de déplacement était extrêmement basse, nettement inférieure à celle de son avion. Pendant son observation, qui dura en tout 5 minutes environ, quand même, le signor Cessoni eut la possibilité de prendre plus de 80 photographies qui saisirent l'objet dans la même position frontale, et en plus il y a les photos, avec un léger angle. En effet, celui-ci n'était jamais visible complètement de côté, comme si la chose voulait toujours pointer sur son appareil. D'après le témoin, c'est parce qu'il semblait avoir adopté une altitude de défense, il n'explosait absolument jamais complètement des flancs. Il ne fut donc pas possible de le photographier entièrement de profil, c'est ce qui était impressionnant. En fait, après chacun de ces virages, le signor le retrouvait dans la même position frontale. Alors que le pilote était en train de terminer un virage, le station radar d'Istrina lui dit « On l'a perdu, il n'est plus à l'écran, sur l'écran. » C'est pas étonnant. Hein. Il s'était brusquement évanoui entre deux rotations du radar. Depuis la tour de contrôle de l'aérodrome de S. Angelo, on affirma également qu'il avait inexplicablement disparu en l'espace de quelques instants. Il regarda l'endroit où l'OVNI aurait dû se trouver et ne le vit plus. Par la suite, les servants du radar lui expliquèrent que la cause de cette disparition ne pouvait être qu'une explosion, ce qui, sur la base des informations reçues, ne fut cependant jamais vérifié par la suite. Il expliquait en outre que le radar mettait entre 26 et 28 secondes pour effectuer un tour complet et que pour disparaître avec un temps aussi bref, l'objet aurait dû par conséquent prendre une vitesse d'environ 900 km/h. Imagine le truc. Au retour de l'avion sur la base Trévise, les spécialistes, comme c'est l'usage, déposèrent et réceptionnèrent les conteneurs des pellicules pour les porter au laboratoire de la subdivision afin de les faire développer et imprimer. Immédiatement après, le signor Cessoni fit son rapport et fut interrogé de façon répétée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos de ces rapports, ça ira plus vite parce que si je commence à tout lire, parce que sinon ça va être trop long, hein, je pense. Au moins d'une dizaine de fois, c'est super, je vous mettrai tout ça à la fin, ça sera mieux. En plus, il y a plein de photos de l'OVNI, alors c'est magnifique. Alors, en tant que membre du personnel de l'aérodrome, il voulait être tenu informé de ce qu'il avait observé dans le ciel ce matin-là. Il répondit avec assurance de toutes les questions lui furent posées, mais au fond de lui-même, une grande interrogation demeurait, à laquelle il ne fut jamais donné des réponses. Que faisait donc là un machin de ce genre? La chose, en effet, s'était élevée vraiment haut. Elle avait bien atteint une altitude de 12 000 pieds. Il resta de tout cela un trouble tel que les nuits suivantes. Contrairement à son altitude, il eut du mal à s'endormir. Dès que les photos furent développées, il consulta et demanda à un ami, un des employés de laboratoire, de lui donner un exemplaire, car il voulait qu'un jour son fils les voie, et soit capable de comprendre ce qu'il n'avait pas réussi lui-même à identifier. Vous allez voir ce qu'il a vu. Quand il eut cette copie entre les mains, il sentit le besoin d'affirmer qu'un tel engin volant ne pouvait appartenir à aucun des pays de notre Terre, car il était inconcevable qu'un des aéronefs puisse se comporter de la sorte. Il faut oublier que nous étions en 1979, hein, il y a quand même plus de 40 ans. Hein. Cependant, aucun des événements de cette journée de 79 n'aurait été porté à la connaissance de l'opinion publique qui ne s'était pas produit de ce qui suit. Vers la fin de la même année, à l'occasion d'une apparition nocturne, on ouvrit une enquête auprès de l'aéroport civil de S. Giuseppe de Trévise. À cette occasion, un pilote de la flotte commerciale déclara que peu de temps auparavant, un de ses collègues de l'aéronautique militaire avait repéré et photographié un OVNI. Les vérifications effectuées suite à ces déclarations permirent de retrouver et de contacter ce pilote qui n'était autre que Giancarlo Cessoni, comme par hasard. Bon, bref, de toute façon, ce dernier était un homme de grande expérience en aviation et avait plus de 6000 heures en vol à son actif. Natif de Florence mais trévisan d'adoption, il apparaît à la 2e escadrille depuis plus de 14 ans. Ce qui faisait de lui une des figures les plus marquantes de la subdivision. En plus, donc déjà, il avait obtenu son brevet de pilote militaire en 1952 à l'âge de 19 ans et va ensuite exercer des fonctions d'instructeur de vol pendant de nombreuses années dans les écoles de l'aéronautique militaire où il reçut la qualification de combat ready. Passé un moment d'hésitation tout à fait normal, l'adjudant se mit à la disposition de l'enquête. Au cours de cette enquête, on examina la photographie en étant en sa possession. Après avoir fait les déclarations ci-dessus exposées, il crut bon d'affirmer que si les ufologues faisaient consciencieusement leur travail, ils ne perdraient certainement pas leur temps.
Ouais, hein, ça c'est évidemment, ça c'est sûr. Il était cependant impensable que quelqu'un comme lui, appartenant à l'aéronautique militaire, puisse effectuer des déclarations publiques sans enfreindre le code disciplinaire de l'armée. En 1983, alors que l'adjudant avait quitté l'aéronautique militaire après avoir atterri à la limite d'âge, il nous parut donc opportun de le rencontrer à nouveau afin qu'il puisse donner d'autres détails concernant son expérience, sans craindre aucune mesure de rétorsion. Le rendez-vous eut lieu et que forme ce qu'il avait déclaré en ce temps. En cette occasion, il fournit également d'autres détails. Ce cas serait resté inconnu de plus grand nombre qui s'est dépassé ce qui va être décrit ci-après. En juillet 84, on posa à la Chambre des députés une question relative du phénomène des ovnis. Alors 5 ans après, hein, t'imagines. Suite à cette question, le ministre de la Défense diffusa une note dans laquelle on pouvait lire l'organisme technique compétent sur l'état-major de l'aéronautique en collaboration avec les autres forces armées et les carabiniers. Les éléments réunis par les organismes militaires et les observateurs occasionnels sont rassemblés par l'aéronautique et soumis à l'aval d'une évaluation technico-militaire. Celui-ci peuvent ensuite être consultés par les organismes ou les scientifiques civils par l'intermédiaire du cabinet du ministre de la Défense. Le ministre dément par ailleurs tout projet de constitution d'un groupe d'ufologie militaire. En date du 24 août 1984, c'est pas tout neuf non plus, la requête dont le texte figure ci-dessous fut envoyée au ministère de la Défense. De toute façon, ça je vous l'enverrai après, hein, je vous ferai 2 photos. Alors, la réponse laissa les ufologues perplexes. Surtout lorsqu'ils considèrent l'expérience d'entraînement du signor Cessoni qui pouvait s'enorgueillir d'état de service peu commun et qui était, par son sérieux et sa compétence, une des figures les plus reconnues et estimées par les pilotes. En plus, hein, pas demander. Après l'étonnement premier, une réflexion spontanée s'imposa. Pourquoi le ministère de la Défense a-t-il laissé aux seules photos interprètes le soin d'assimiler de façon certaine cet objet à un objet de ballon en forme cylindrique fait de sacs plastiques noirs et qui n'a pas pris en juste considération ce qu'il avait affirmé du signor Cessoni, qui avait observé la chose de près. Le personnel au sol, l'aérodrome de S. Angelo et les servants des radars d'Istrana. Il est évident qu'en raison de la légèreté, ce ballon réalisé à l'aide de sacs en plastique ne pouvait opposer aucune résistance au courant d'altitude. De toute façon, quand vous allez voir les photos, ça n'a strictement rien à voir. De même, le déplacement d'air provoqué par les virages de l'avion aurait produit chez lui un bon nombre d'oscillations et de mouvements désordonnés. Pourtant, l'objet avait maintenu une parfaite stabilité et continué son ascension, ce qui était loin d'être évident. On peut de plus s'interroger sur le fait que, contrairement à ce qui avait été demandé, les documents photographiques ou certaines d'entre eux n'étaient pas joints à la réponse. Quoi qu'il en soit, la chose la plus déconcertante de toute cette histoire, c'est ce qui se produisit quelques mois plus tard. Le 19 avril 1985, l'hebdomadaire Epoca, numéro 1802, publia sous la signature de Remo Guerrini un article, OVNI le rapport secret, qui évoquait entre autres le cas Cessoni, comme par hasard, et qualifiait l'objet observé de ballon de jeu. Il y a un drôle de ballon quand même. L'article était accompagné de 3 photographies relatives à cet épisode, publiées en exclusivité. Alors, de toute façon, vous allez la voir. Suite à la publication de cet article, une nouvelle demande fut adressée au ministère de la Défense en date du 22 avril 1985 pour obtenir copie des photos ci-dessus mentionnées afin d'en vérifier l'authenticité et d'en tirer les conséquences. Oui, de toute façon, après, c'est tout des courriers, donc je vous ferai tout des photos. Le 20, comme ça, au moins, vous verrez clair et net de la Défense, vous aurez tous les écrits, ça sera mieux. Le 21 juin, on mettrait sur pause. Le 21 juin 1985, le ministère de la Défense envoya enfin une copie des photos publiées de l'hebdomadaire Epoca, plus une autre inédite. Un autre attentif de ces photos met en évidence une incohérence flagrante. Dans un de ses déclarations, le signor Cessoni assurait que l'objet photographié se trouvait toujours dans la même position et qu'il n'était jamais parvenu à photographier ses flancs. Cela n'était pourtant nullement confirmé par l'analyse de photos, car celle-ci montrait que l'objet avait changé de position par rapport au sol et à l'horizon. Sur la photo examinée lors de la première enquête, on voyait clairement une partie de l'aérodrome S. Angelo, dont on apercevait quelques hangars. Il fut alors demandé au désormais adjudant Cessoni de pouvoir effectuer un duplicata de la photo qu'il avait en sa possession, mais au grand regret de tous, celle-ci déclara qu'il ne la trouvait plus, comme par hasard. Mais bon, en tout état de cause, l'histoire n'en restait pas là. Ce qui compliqua le plus les choses, c'est ce que publia l'état-major de l'aéronautique dans son extrait des observations d'objets volants non identifiés
faite entre mars 79 et avril 1985, où le cas Cessoni du 18 juin 79 figurait en tête de liste. Une dizaine d'années plus tard, vu les photos, en 85, on a appris que le signor Cessoni avait été frappé par une attaque cérébrale qu'il avait diminué physiquement, mais qui avait laissé intactes ses facultés mentales et intellectuelles. Comme quoi, afin d'avoir des nouvelles de sa santé, l'auteur de ce livre le contacta en juillet de ces mêmes années, et c'est à cette occasion que l'ex-pilote déclara avoir retrouvé la photo qu'il croyait avoir perdue. Voilà. Tout à la joie d'avoir récupéré le document, il n'hésitait pas à raconter de nouveau l'épisode en question et de leur permettre de faire une copie recto verso de l'image photographique. Attention, on y arrive. Et confirme à cette occasion que lorsqu'il s'était passé tout près de l'objet, en le mettant dans son sillage, il s'était vraiment agi d'un ballon. Celui-ci aurait dû sans nul doute tout remuer. Bah oui. Il déclare en outre qu'étant donné son expérience de photo-interprète, les 4 photos diffusées par l'état-major de l'aéronautique pouvaient effectivement appartenir de la série qu'il avait prise. Cependant, peu convaincu par les caractéristiques de l'objet représenté, plus proche ici d'un ballon aérostatique, il émit l'hypothèse que les photos avaient pu être retouchées dans la mesure où la chose y apparaissait beaucoup plus floue. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Je vous remettrai tous les liens après vers la fin de la vidéo. Hein. Voilà ce qu'il a vu. Comme on peut le remarquer, les photos délivrées par l'état-major représentent toutes les mêmes objets, lequel c'est cependant pas le même celui de la photo fournie par le témoin. Ça n'a rien à voir. De toute façon, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je peux donc confirmer avec certitude que les photos officielles représentent un objet complètement différent de celui qui apparaît sur la photographie originale. En outre, alors que cette dernière envoie clairement une partie de l'aérodrome, celui-ci apparaît sur aucun des 4 clichés fournis par l'état-major. Peut-être ont-elles été prises par une autre occasion ou un autre lieu. Ce qui est certain, je le répète, c'est que l'objet n'est pas le même. Collaborateur de l'auteur, spécialiste et analyste de photographie. L'objet sur la photo fourni par l'état-major. La photo originale prise par l'ex-adjudant Cessoni. Alors en plus, ils n'ont même pas les mêmes photos, ce qui est un peu dégueulasse. Sur la photo fournie par l'ex-pilote, on remarque la structure qui soutient la coupole. Les flèches indiquent les 2 creux. Et après l'objet sur une des photos de l'état-major, les flèches indiquent les 2 protubérances hémisphériques. Voilà ce qu'ils ont vu. De toute façon, je leur mettrai le lien. Surtout celle-là, elle est impressionnante. On va pas me dire que c'est une photo normale. Hein. Ben, je remettrai le lien de toutes les copies, voilà. De toute façon, regardez bien ce qui est marqué. Mettez sur pause. C'est magnifique. Alors, pas pour dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, mais franchement, c'est pas un ballon, ça. Hein. Là, faites pas attention à mes doigts, c'est de la pâture hein, sur mes ongles. Ça, c'est pas un ballon, des sacs plastiques et des conneries. Ça, c'est sûr et certain. Faut pas oublier qu'il est resté immobile pendant longtemps. Hein. Magnifique. Ah, je vous ai dit pour ça que je vais faire plus court parce que ça fait déjà 18 minutes 30, ce qui est très long. En plus le petit GN écrit au début, plus les photos, ça va faire au moins 20-22 minutes, donc bon. Ça va être assez long. Voilà. Je coupe là, je pensais avoir fait la vidéo, mais pas du tout. Je vous remettrai tous les liens. Des réponses du ministère, etc. Voilà, c'était très très intéressant. Parce qu'il y a pas mal de trucs à mettre à la fin. Le cas de Giancarlo Cessoni, survenu au-dessus de l'aérodrome de San Angelo, dit Treviso, le 18 juin 1979. Et je coupe là. Et juste après, je vous balance une deuxième vidéo sur ce qu'ils ont vu sur la Lune. Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Déjà, j'allais dire le trompettiste ou l'autre, celui qui fait du vélo. Bon, bref. Voilà. Ça va être 2 grandes vidéos superbes, magnifiques. Bon, à plus, à bientôt, bon dimanche, d'ici 2 à 3 jours. Merci. Magnifique, j'avais complètement oublié cette histoire. De toute façon, il y en a tellement, j'ai encore fait une vidéo sur celle-là qui est très longue. J'ai dû même raccourcir, vous allez voir, il y a un moment ça a été coupé, c'était trop long. Enfin bref, ça vous allez voir. Je coupe, merci, à bientôt.
C'est un livre très intéressant, c'est très très intéressant. Il y en a un autre où c'est un seul cas, mais il y a eu 60 témoignages, ou c'est l'inverse, je sais plus, mais pour un seul cas, ça ne va pas tellement. Là, c'est mieux de dire extraterrestre, 60 témoignages, c'est plus. Moins, c'est direct. Quand même, il ne faut pas oublier que professeur Antonio Sciomento est enseignant en mathématiques appliquées dans les écoles supérieures, vice-président du Centre ufologique national et ex-président, vice-président du Centre italien d'études ufologiques. Hein. Il est né en 1949. C'est le chercheur qui en Italie a mené le plus grand nombre d'enquêtes sur le sujet. Il a également participé en qualité d'expert de nombreuses émissions télévisées, tant sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. Hein, quand même, c'est pas non plus un rigolo. Hein, je vous refais lire. Hein, parce que bon, pour ceux qui disent ils ont toujours des doutes, qui c'est ce mec, tout ça, au moins là, vous êtes sûr et certain. Hein. D'ailleurs, je ferai la photo de ça, derrière. Voilà. Franchement, c'est pas rigolo. Très loin d'être rigolo, d'ailleurs. Voilà. Je coupe là. Merci. À plus.